Bienvenue à vous sur Mobility TV, l'interview Top Premium qui, une fois n'est pas coutume, vous présente un parcours. Et on est très fiers de vous présenter le parcours de Michel Forissier qui est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'ingénierie et du marketing chez Valeo, le géant français, l'équipementier qui équipe quasiment une voiture sur 3 dans toutes celles qu'on peut croiser sur la route. Pourquoi je dis qu'on est très fiers de vous accueillir ce soir dans l'interview Top Premium? C'est que demain, c'est votre dernier jour chez Valeo, après 27 ans, je crois. Ouais. 27 ans au sein de ce géant, c'est une carrière qu'on va essayer de mettre en valeur et aussi de raconter. Parce que vous êtes arrivé chez Valeo au moment où on pouvait assister à une transformation et à des transformations majeures du marché de l'automobile. Et les évolutions ont été très nombreuses. Vous avez développé un certain nombre de produits, d'innovations, on va y revenir aussi. Peut-être celle qui nous semble le plus naturelle aujourd'hui, le Start and Stop. Oui. Vous y étiez? On y était, oui, on a été à la manœuvre. Est-ce que vous pouvez nous raconter, par exemple, comment cette idée a germé et comment elle s'est concrétisée? Alors, ce qui est intéressant, pour reprendre ce que vous disiez au début, c'est qu'en fait, dans les années 90-2000, il y a eu une espèce de bascule entre les constructeurs. Moi, je venais de Renault à l'époque, où je faisais des voitures, et puis notamment l'espace, dont j'ai partagé la paternité avec les gens de Matra. Et donc, c'était une aventure d'ailleurs formidable. Et quand je suis arrivé chez Valeo, en fait, on était encore des sous-traitants qui faisions ce que les constructeurs nous demandaient de faire. Voilà. Les innovations venaient des constructeurs. Vous exécutiez à On l'époque. exécutait. Et dans ces années-là, pas que Valeo, tout le monde, tous les sous-traitants de l'époque sont devenus plus gros, sont devenus plus forts, et sont mis eux-mêmes à imaginer des solutions qu'on ne leur demandait pas. Et donc, ils se sont mis à innover et donc à créer aussi ce que j'ai appelé le marketing B2B, c'est-à-dire de commencer à comprendre qu'il fallait convaincre les clients. Séduire le client qui était Renault, Peugeot, Citroën. Voilà, tous ces gens-là qui n'attendaient pas forcément les forces de proposition qu'on avait. Et dans ces années-là, moi, je suis rentré chez Valeo en 1996. Il vous échappera pas qu'en 97, il y a eu un événement majeur, enfin 2 événements majeurs au Japon. Il y a eu le protocole de Kyoto qui a été signé. Oui, et puis il y a la Toyota Prius qui est sortie. C'est vrai. Et donc, dans le landerneau de l'automobile, ça a fait quand même un peu bang, parce que c'est la première fois qu'on prenait conscience qu'il y avait des problèmes climatiques, qu'il y avait une responsabilité de l'automobile dans les émissions de CO2, de polluants, etc., et qu'il fallait commencer à faire des choses. Et nous, très très tôt, et donc moi, chez Valeo, avec mes collègues, on a très très tôt construit une vision sur comment on allait être des acteurs de la réduction du CO2 dans l'automobile, pour ne pas être toujours en train de se plaindre, mais être à la manœuvre. L'impact écologique de l'automobile. Mais à la manœuvre pour faire des solutions plus vertueuses. Et donc, on a commencé à regarder plein de choses. Alors, au début, on a travaillé beaucoup sur les moteurs diesel, sur les moteurs essence. On a inventé, par exemple, les systèmes de dépollution qu'on appelle les EGR, qui permettaient de faire beaucoup moins de polluants sur les diesels et aussi sur les moteurs essence, qui permettaient de gagner en consommation. On a inventé des systèmes de soupapes électromagnétiques qu'on n'a jamais mis en production, mais qui étaient très, très vertueux en termes de performance. Pourquoi ça n'a jamais été produit? Parce qu'en fait, c'était assez compliqué, et l'électronique de l'époque n'était pas encore tout à fait mature, pour être franc. Voilà. Mais ça marchait assez bien. On a été dans l'aventure de l'évolution de l'injection, de la suralimentation. On a inventé la suralimentation électrique, qu'on a sortie chez Jaguar, chez Audi, qui était pour vraiment permettre ce qu'on appelait le downsizing des moteurs, des petits moteurs. Donc ça, c'était les premières étapes où on travaillait encore sur le moteur thermique, pour l'optimiser, pour qu'il consomme moins, pour qu'il pollue moins. Et puis on s'est dit, ça ne suffit pas. Il faut qu'on fasse mieux, et on se doutait bien que si on regardait finalement l'histoire qui se déroulait devant nous, on finirait à faire des voitures électriques un jour ou l'autre, et qu'il fallait engager une mutation progressive. On avait un peu le temps. L'électrification et la décarbonation de la voiture. Et donc le stop and start, c'est né d'une idée assez simple, c'était de dire, on est dans les bouchons à Paris, c'est idiot, le moteur tourne, il pollue, on ferait mieux de l'arrêter. Par contre, il faudrait qu'il redémarre tout seul pour ne pas embêter le client, pour qu'il ne fasse pas un coup de clé à chaque fois. Exactement. Et donc, on a inventé un système qui était en fait un alternateur modifié avec une petite électronique qui en fait permettait de relancer le moteur automatiquement dès lors que vous lâchiez la pédale d'embrayage ou touchiez la pédale d'accélérateur. Et alors, on a développé complètement ce produit-là de notre propre chef. On avait des ingénieurs géniaux là chez nous qui avaient pensé à ça. Et aujourd'hui, l'équipe, à peu près,
Maintenant, c'est devenu un standard de l'entreprise. Alors, pas forcément avec la technologie dont je vous parle là, mais maintenant, pratiquement toutes les voitures au monde. Sachant qu'il y a une chose que vous ne dites pas, c'est que ça permet, en plus de beaucoup moins polluer, de moins gâcher, mais en plus, on n'a plus peur de caler. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant, c'était la hantise. Et alors, au début, quand on a présenté ça à nos clients, ils nous regardaient avec des gros yeux, en disant de quoi vous vous mêlez, c'est pas vos oignons, on sait ce qu'on doit faire. Bon, c'est le petit jeu habituel, mais c'était plutôt sympa. Et à la fin, ils ont acheté. Et à la fin, ils ont acheté. D'ailleurs, les premiers à nous faire confiance, ça a été Citroën avec la C3, c'était en 2004. Et en même temps, Smart, qui a lancé la Smart dite MHD, Micro Hybrid Drive, qui a été équipée de notre système. Donc ça a été les 2 premières voitures. Et ça a fait boule de neige. Et ça fait boule de neige parce qu'après, tout le monde a appliqué cette technologie. Alors on a eu 2 variantes de technologie, je ne rentre pas dans le détail, mais c'était la première étape à la fusée. Et immédiatement derrière, on s'est dit, c'est bien notre truc, mais on peut aller plus loin. Donc on avait une machine qui était en 12 volts, qui faisait une certaine puissance. Et on s'est dit, il faudrait qu'on ait une machine plus puissante. Et pour ça, on a pensé monter le voltage, monter la tension dans la voiture à 48 volts, 4 fois 12 volts. Et on a inventé ce qu'on a appelé l'hybride abordable, qui était la manière d'avoir une machine électrique qui accompagnait le moteur, qui faisait finalement comme Toyota, mais beaucoup plus simple, beaucoup plus abordable, beaucoup plus facile à maintenir que le système Toyota. C'est né chez un équipementier et pas chez un constructeur automobile. Ça, c'est né chez nous, oui. C'est important de le dire. C'est né, on avait fait les premiers... Et ça a pris du temps, parce que les premières machines ont dû tourner dans les années 2005-2006, et les premières ventes ont été dans les années 2015. Oui. Donc ça nous a pris une dizaine d'années, mais il a fallu convaincre, il a fallu trouver l'écosystème qui nous permettait de le faire, avec les électroniques, les batteries, etc. Et là, c'est pour ça qu'on s'attarde là-dessus. Je voulais qu'on insiste sur le start and stop. C'est que d'une part, d'abord, c'est un produit très grand public que tout le monde côtoie plus ou moins aujourd'hui. Et d'autre part, ça illustre 2 choses. D'abord, l'innovation, vous êtes à l'ingénierie. Et ensuite, le marketing. Comment convaincre vos clients, les constructeurs de l'adopter. Et ça, c'est devenu tout naturel aujourd'hui. C'est devenu assez naturel parce que le monde a évolué de façon cohérente. Nos compétiteurs font la même chose que nous. Il y a quand même beaucoup de force d'innovation maintenant chez les équipementiers parce qu'il y en a besoin. Le challenge environnemental qu'on a, il est énorme. Et donc, on a besoin vraiment de tous les ressources et de toutes les capacités pour faire évoluer les choses. Et on a encore plein de choses à faire. Et d'ailleurs, j'ai 2 questions, parce qu'on va avancer, que malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de minutes, et vous, plus beaucoup d'heures chez Valeo. La première question, elle est importante, c'est qu'en 2035, on est censé cesser en Europe d'immatriculer des véhicules thermiques. Ce que vous nous dites, c'est que Valeo continue à innover, à rechercher sur le thermique aussi, et à travailler sur le thermique. On ne fait plus grand-chose sur le moteur thermique aujourd'hui. On a vraiment mis tous nos efforts dans l'électrique. On est persuadé que la limite 2035, la décision du Parlement... Elle sera suivie. Voilà, c'est pas qu'elle sera suivie, c'est qu'en fait, comme en 2050, on n'a plus droit à aucune voiture thermique, quand les voitures durent 15 ans, de façon darwinienne, en 2035, elles vont finir par disparaître. Il n'y avait pas besoin du vote. Donc plus ça ira, les prochains start and stop, les prochaines innovations seront quand même très largement électriques. Oui, là aujourd'hui, on fournit beaucoup de voitures électriques maintenant. On fait des moteurs complets de voitures électriques, des grosses, des petites. Alors les grosses, on fournit par exemple la Mercedes EQS. Donc on fait tous les systèmes de propulsion de la Mercedes EQS. Et des toutes petites, parce que ça, c'est un peu notre dada, c'est que la mobilité va évoluer. Et on pense que la mobilité urbaine et la mobilité pas chère va trouver une place importante dans le marché. Et donc on a inspiré Citroën qui a fait l'AMI, avec notre système de propulsion qui est dedans, qui est un système très simple, qui est basé sur les mêmes machines que celles que j'ai. La voiturette sans permis qu'on croise et qu'on... Oui, et qui est un vrai succès. Qui est un sacré succès commercial. Citroën, encore eux, nous ont fait confiance, on est très contents, c'est un très bon partenaire. Et là, on voit, ils sont en train d'en faire une version Fiat, Opel, etc. Et donc là, vous me parlez de la Citroën Ami, et c'est important parce qu'on a parlé de ces innovations qui sont parfois... aussi des innovations haut de gamme, par exemple, ou des innovations très pointues. Il y aura aussi de l'innovation sur des produits qui finalement seront à bas coût. Alors ça, c'est notre mantra, parce que l'innovation commence souvent par le haut, avec des gens qui peuvent payer, donc des belles marques et des clients, on va dire, aisés. Mais ça ne fait pas le marché complet. Ça représente 20% du marché, le premium, ce qu'on appelle le premium. 80% de monsieur, madame, tout le monde achètent des voitures plus basiques. Et notre mantra à nous, c'est qu'il faut que les technologies deviennent abordables. Elles deviennent abordables par 2 grands aspects. Le premier, c'est qu'il faut savoir faire de la réutilisation de ce qu'on a déjà fait pour éviter de réinvestir comme des fous toujours sur des nouveaux trucs. Donc là, on a une logique vraiment de reuse, de réemploi, de plateforme, de technologie qu'on porte d'un produit à l'autre. Et le deuxième, c'est vraiment se focaliser sur le coût de la fonction pour aller au juste nécessaire.
Et ça, c'est important, notamment dans ce contexte de pouvoir d'achat comprimé. Dernière question, elle est un peu cruelle, je suis désolé. L'évolution que vous ne verrez pas depuis Valeo, mais les prochaines évolutions que vous pourrez constater sur le marché? Je pense que dans la mobilité du futur, il y aura évidemment déjà un rééquilibre complet entre la voiture et d'autres formes de mobilité. Les voitures la modalité ne sera pas forcément la possession, mais aussi le partage ou les souscriptions. Il y aura certes, toutes les voitures ou tous les véhicules seront électrifiés d'une manière ou d'une autre pour être zéro émission. Et il y aura certainement pas mal de choses robotisées. Donc de la voiture autonome peut-être pour le haut de gamme, mais pas mal de robots taxis ou de robots de livraison. Nous, on travaille sur des robots de livraison, on pense que ça, c'est très, très intéressant et qu'il y en aura beaucoup. Et ça, ce sera quelque chose qui sera superbe et formidable à regarder, en tout cas. Merci et bravo, Michel Forissier. Votre dernière interview comme directeur de l'ingénierie et du marketing pour Valeo, vous l'avez accordé à Mobility TV et sachez qu'on en est très fiers. Merci. Moi aussi. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous de continuer à nous suivre sur la chaîne YouTube de Mobility TV.